parti pour un nouveau numéro de votre émission 45 minutes pour convaincre. Pour la première fois, nous recevons pour vous le professeur Dr Baudouin Boissa. Il est président du G14, parti allié, n'est-ce pas, à l'UDPS. Professeur, bienvenue. Vous êtes à l'aise, j'espère. Mais je suis là. Merci beaucoup. Alors, je ne serai pas seul sur ce plateau, comme d'habitude. Mon estimé confrère, John Titende, est déjà là pour vous servir. John, bienvenue. Merci pareillement, Joseph Vumbi. C'est un plaisir partagé. Très bien, John. Je reste avec vous pour avoir l'essentiel de cette émission. Joseph Vumbi, avec notre invité, pendant 45 minutes, nous allons essayer de passer en revue tous les points saillants de l'actualité politique au pays de Félix Tshisekedi Tshilombo. Voilà. Docteur Boissa, vous êtes une figure très connue en tout cas en République démocratique du Congo, mais à un certain moment, vous êtes un peu, on ne vous a plus revu, hein, apparemment, vous avez un peu disparu. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez tort, je n'ai jamais disparu. Comme vous le savez, depuis octobre 2016, je suis le rapporteur général du rassemblement créé par le président Étienne Tshisekedi Wamulumba d'heureuse mémoire. Et lorsqu'il est décédé, le 10 février, Félix Antoine Tshisekedi a été désigné nouveau président du rassemblement. Et dans notre règlement intérieur, le président du rassemblement, c'est lui le porte-parole aussi du rassemblement. Et moi, étant son rapporteur, vous voyez que je ne peux pas me permettre de dire n'importe quoi. Hein. Il faut que j'ai les instructions, que j'ai les orientations de mon chef. C'est terminé. Je peux terminer. Allons. Et c'est ce qui fait que depuis qu'il a été élu président de la République, bien sûr que j'ai eu déjà à la rencontrer avant samedi, mais c'est samedi qu'il a reçu ses pairs, hein, qui sont restés fidèles au rassemblement et qu'il nous a donné des instructions sur la façon de travailler. Et à ce moment-là, nous sommes à l'aise pour parler. Mais avant, c'était difficile. Voilà. Très bien. Alors, vous êtes président... Ceci explique cela. Très bien. Président du G14, est-ce que le public, hein, surtout les jeunes en tout cas, ignorent un peu le G14? Peut-être de personnes qui ont suivi M. Étienne Tshisekedi depuis très longtemps, qui connaissaient qu'à côté d'Étienne Tshisekedi, il y avait toujours le G14. Mais pour les nouvelles générations, est-ce que vous pouvez faire connaître un peu ce que c'est le G14? Bon, d'abord, je dois vous dire que le G14, c'est une émanation de la Conférence nationale souveraine. Les ténors du G14, ils sont au nombre de 4. Je citerai notre premier président, le premier modérateur, qui est le docteur Gérard Kabamba. Le deuxième modérateur, c'est Elvis Badioko, très bien connu aussi, c'est ancien conseiller de la République, député conseiller de la République. Le troisième, c'est moi-même. Et le quatrième, c'est l'ingénieur Ezulwa Munzemba, qui, comme vous le savez, a été ministre dans le gouvernement de Papa Tshisekedi. Et donc, c'est ça un peu le quarto, hein, qui est resté fort. Parce que G14 signifie groupe de 14 partis politiques. En fait, nous sommes 14 partis politiques qui nous étions réunis après la conférence de Gaborone, qui avait bloqué l'entrée au dialogue intercongolais. Nous avions fait des démarches, on a travaillé, il y a plus de 14, je ne les citerai pas tous, dont notamment la NADER, hein, de notre frère Kumbu, qui était d'heureuse mémoire, dans le Condor. Il y a plusieurs partis politiques. Bref, quand nous sommes constitués comme ça et que nous avons gagné le pari d'ouvrir les portes du dialogue intercongolais à d'autres formations politiques que ceux qui ont été à Gaborone, nous avions eu à l'époque 4 délégués qui sont allés au dialogue intercongolais et accompagnés de 3 experts, parce que, en ce qui me concerne, j'avais un mandat spécial. J'étais expert international de NDI, National Democratic Institute for International Affairs des États-Unis d'Amérique. Donc, j'étais dans le groupe des experts qui ont encadré l'opposition politique à San City. Donc, mais nous avions donc
4 délégués qui ont été là-bas, et moi j'étais avec eux. Et il s'est fait que quand nous sommes arrivés à Sun City, sur les 26 composantes de l'opposition politique, il n'y avait que une qui est restée collée à l'UDP de Papa Tshisekedi. C'est le G14. Et nous sommes restés avec Papa Tshisekedi, avec lui. 25 groupes. Sur 26, il y avait 26. Opposition modérée. Non, opposition politique au dialogue intercongolais. Oui, il y avait 26 composantes. Oui. Donc, maintenant, vous aviez le groupe de Papa Bomboko, qui a pris les 24, qui était favorable à M. Kabila, et vous aviez le groupe du vieux. Avec Zahid Ngoma. Oui, avec Zahid Ngoma, bien sûr. Et puis, il y avait le groupe de Tshisekedi, mais qui n'avait plus que deux composantes, c'est-à-dire l'UDPS et le G14. Donc, le G14 donc, est resté très fidèle à l'UDPS depuis lors. Depuis Étienne Tshisekedi jusqu'à ce moment. Bon, comment pouvez-vous évaluer cette cohésion, disons, cette collaboration avec l'UDPS? Parce qu'aujourd'hui, l'UDPS est quand même au pouvoir. Non, c'est parce que tout simplement, nous, G14, nous sommes restés fidèles à l'idéal de la conférence, aux options fondamentales de la conférence nationale souveraine. Et vous savez que Papa Tshisekedi avait ça dans sa tête. Tout faire pour que ce pays soit gouverné suivant les principes édictés par la conférence nationale souveraine, dont il a été l'un des icônes les plus importants. Vous savez que la CNS a connu 3 icônes. Il y a eu le maréchal Mobutu, il y a eu Monseigneur Monsengo, aujourd'hui cardinal, et puis il y a eu Étienne Tshisekedi. Ce sont les 3 icônes. Eh bien, nous sommes restés collés à lui jusqu'après, il y a eu les 1+4. Nous n'avons pas participé, tout simplement parce que l'UDPS était exclu. Et puis il y a eu l'élection de 2006. Nous n'avons pas participé aux élections parce que l'UDPS n'a pas participé. Et puis en 2011, nous avons soutenu Étienne Tshisekedi, le candidat. Vous savez ce qui s'est passé, donc je ne reviens pas là-dessus. Et ensuite, en 2016, il convoque, en 2016, Papa Tshisekedi convoque une conférence à Genval. Nous sommes là, avec 8 délégués, et nous étions un peu dans la cuisine, dans la préparation aussi de Genval, et nous avons fait Genval. Et quand nous sommes rentrés ici, eh bien, il a plu à Papa Tshisekedi de désigner un membre du G14 pour assumer la fonction très délicate de rapporteur général de son rassemblement. Et nous sommes là jusqu'à ce jour. Et ces délégués, c'est qui? C'est vous. C'est vous. Monsieur le professeur, voilà. C'est bien. Donc voilà, nous avons un mariage qui est là depuis la conférence nationale souveraine jusqu'aujourd'hui. Ok, un mariage, oui, on vous comprend, vous êtes un peu nostalgique, proche. Non, pas nostalgique, c'est un mariage réel parce que nous sommes toujours très rattachés à la personne d'Étienne Tshisekedi. Non, nous sommes. Après, nous avons participé à la désignation de Félix Antoine Tshisekedi comme président du Rassemblement. Et comme vous avez eu à le suivre, dans toutes les conférences de presse qu'il a données ici, j'étais assis à sa droite, et c'est moi qui tenais aussi les documents. Et nous sommes battus pour qu'il devienne président de la République, et nous sommes avec lui jusqu'à ce jour. Vous êtes avec lui? Oui, tout à fait. Nous sommes au pouvoir. Les G14 fait partie du cash. Oui, le G14 fait partie du corps de Félix Antoine Tshisekedi. Mais pas du cash. Du corps politique. Vous ne voulez même pas. Mais non, mais toi aussi, tu sais qui est le président de cash? Mais c'est le président de la République. Non, mais pourquoi vous ne le savez pas? Vous vous sentez mal à l'aise quand on parle du cash? Non, je ne me sens pas à l'aise, mais je parle d'abord, moi je parle toujours des origines. Tu comprends, c'est important. Nous sommes collés à lui, à lui politique. À la personne. À Félix Tshisekedi politique. Nous sommes avec lui dans le cash, nous sommes avec lui collés à l'UDPS, nous sommes collés à tout ce qu'il fait, à toutes ses actions, à sa philosophie, à son idéologie, etc. Nous sommes au pouvoir avec lui. Voilà. Je vous comprends. Ah oui, c'est ça que vous cherchez. Comme ça, je t'ai dit publiquement. Ok. Merci. Alors, docteur,
Professeur... Donc aujourd'hui, le G14 est au pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo jusqu'en 2020. Voilà, d'ailleurs... Et nous n'avons pas envie d'échanger. Nous vous avons vu à travers le média être reçu par le chef de l'État avec tous les autres alliés. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes en train de chercher des postes ou qu'est-ce qui se passe? Vous savez, le rassemblement avait 10 composantes. Et à un moment, trois composantes se sont détachées du rassemblement. Vous avez le G7, vous avez l'AR, qui se sont choisis un leader qu'ils avaient déjà avant, hein, mais il était un peu caché, donc c'est M. Katumbi. Ils sont allés créer ensemble là-bas en Afrique du Sud. Ensuite, mais à l'époque, quand ils ont fait ça, ils nous ont un peu déstabilisés parce que Pierre Lumbi, c'était notre président du Conseil des sages. Bon, c'était notre problème. Et ensuite, vous avez eu la dynamique de l'opposition qui s'est détachée aussi de l'Assemblée, avec Martin Fayot. Et Félix Antoine Tshisekedi, président de l'Assemblée, s'est retrouvé avec 7 composantes. Vous avez l'UDPS, vous avez une composante qu'on appelait ADU, allié du Rassemblement, qui était dirigée à l'époque par l'honorable Henriette Ouamou. Et vous avez la Convention des Républicains, qui est dirigée jusqu'à ce jour par le haut représentant, le patriarche Kitinga-Yezu. Vous avez le Front du Peuple, dirigé par Laurent Batumona. Vous avez la majorité présidentielle populaire que dirige l'honorable son excellence, parce qu'il était ministre, Diomin Dongala. Et puis, vous avez la société civile de la RDC que dirige Christopher, c'est lui le modérateur, le colérateur, comme vous voulez. Et vous avez le G14 que je dirige. Voilà. Et tout ça, c'est ça la famille politique de Félix Antoine Tshisekedi, telle qu'elle a été léguée par son père et qui est resté collé à sa personne. Et en fait, c'est ça qui est en train de voir quelle est la meilleure façon d'aider Félix Antoine Tshisekedi dans les actions, dans son programme d'action pour le quinquennat. Alors, vous avez porté Félix Tshisekedi au pouvoir, vous l'avez dit. Ouais. Le 24 janvier restera à jamais gravé dans la mémoire collective. Bien sûr. Une année après, Félix Tshisekedi que vous avez porté au pouvoir, comment allez-vous apprécier, évaluer sa gestion? Je n'ai pas, moi, évalué la gestion du président Tshisekedi. Vous êtes un politique, un Congolais qui vit au Congo. Ça ne se passe pas comme ça. Ça devient une auto-évaluation. Je vous dis que nous sommes collés à Félix Antoine Tshisekedi. Nous trouvons, moi je pense, le G14 estime que le pays a fait un bond formidable dans l'histoire. Voilà, depuis le 24 avril 1965, nous sommes entrés en régime militaire. Et puis, en 1997, une rébellion, pas coup d'État militaire. Hein? M. Laurent Désiré Kabila n'était pas civil. Hein? C'était un rebelle, mais militaire, qui est venu avec des armées, etc., que vous connaissez, je ne reviendrai pas les expressions, vous connaissez très bien le caractère militaire de son régime. Et puis c'est le haut commandement militaire qui va installer Joseph Kabila président de la République. Ça va? Oui. Et il est président de la République. Il paraît qu'il a démissionné de l'armée, mais en fait, le général-major Joseph Kabila était resté militaire, profondément militaire. Et c'est le 24 janvier 2019 qu'enfin on revient au régime civil. Mais c'est un bond formidable. Alors, les gens s'étonnent que c'est difficile. Mais c'est difficile quand on a fait tant d'années, 39 ans, plus de 39 ans, parce que Mobutu a fait 32 ans. Et le régime de Kabila a fait 23 ans. Alors, calculez vous-même, ça fait combien de régime militaire? En tout cas, un demi-siècle. Voilà. Maintenant, nous sommes en régime civil.
que nous pilotons, nous, c'est-à-dire la famille politique de Félix Antoine Tshisekedi. Mais c'est pas facile. Pas facile. C'est pas facile à faire. Cette mutation-là, elle est difficile à faire. Il faut la faire doucement, lentement. Parce que moi, je suis médecin. Et je vous dirais que nous, les médecins, disons toujours que la grossesse, c'est 9 mois. Hein? Donc, si la grossesse est à 4 mois et que vous l'interrompez, l'enfant n'est pas vivant. Donc, nous y allons doucement. Mais il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites. Et on voit qu'il y a une évolution. Alors, pour emprunter votre langage, vous avez dit un bébé fait 9 mois. Alors, avec vous, il faudra qu'on vous donne tout un quinquennat pour peut-être... En tout cas, nous avons besoin de notre quinquennat, qu'on nous laisse au moins travailler. Hein? Nous avons besoin de notre quinquennat. Mais qu'on nous laisse travailler. Pendant ces temps, le peuple s'impatiente. Oui, attention. Hein. Notre leitmotiv, c'est le peuple d'abord. Hein. Le peuple d'abord. Et n'oubliez pas, le vieux a dit le peuple d'abord. C'est-à-dire, d'abord le progrès social. Mais pour qu'il y ait progrès social, il y a un minimum de choses à faire. Il faut reconstruire l'État. Donc il faut l'État de droit. Il faut la séparation des pouvoirs. Il faut les libertés, les droits humains. Il faut reconstruire l'économie. Et il faut une large ouverture sur l'extérieur. Et au moment où je vous parle, le président de la République est en route vers les États-Unis d'Amérique. Toujours pour faire revivre notre pays sur l'échiquier international. Justement, parce que nous étions fermés, chers amis. Énième voyage encore. Ah oui, indispensable. Indispensable. Les langues se lèvent pour dire que... Non, ils ne comprennent pas. Ils vont comprendre un jour. Mais regardez, en moins d'une année, la RDC occupe de nouveau, après Mobutu, donc après 67, le poste de premier vice-président de l'Union africaine. Mais qu'est-ce que cela amène au pays? Attendez, non, vous ne comprenez pas. C'est le prestige d'abord. Ah, les prestiges. Ah, oui. Rien que ça. Oui, ça c'est un des deux. Il y a les relations. Il y a les relations avec tous les autres pays d'Afrique. Et il y a la participation au leadership de l'Afrique. Mais c'est énorme. Parce que, vous savez, le Congo-Brazzaville ici était devenue plus puissante sur le plan diplomatique que la RDC. Les Rwandais n'en parlent pas. Au moins. Alors je ne parlais pas du Rwanda. Parce que depuis que Félix est là, on parle de moins en moins du Rwanda. Nous avons repris notre place, qui était celle de Mobutu, des années que nous avons vécues. Quand nous, on était aux études, à l'extérieur, le Zaïrois était respecté. Ils disent, ah, vous êtes Zaïrois, oui, le pays de Mobutu. Et à l'époque, un Zaïre valait $2. Et le Zaïre était puissant. Et ici, les armées africaines venaient se former ici à Kinshasa. L'armée rwandaise, l'armée burundaise, etc., l'armée tchadienne, ils venaient ici au centre supérieur militaire. Vous comprenez ça? Nous étions ça. Ah oui, c'est nécessaire. Et à travers ce voyage... Et nous sommes en train de réharmoniser les relations avec les 9 pays limitrophes. Alors, professeur, à travers ces voyages budgétivores, vous pensez que c'est pas budgétivore. Cela va redorer les blasons ternis du Congo? Non, c'est pas budgétivore parce que quand vous regardez ce que le chef est en train de négocier avec le Fonds monétaire, la Banque mondiale, un programme dangereux pour le Congo. Ça serait à peu près à la hauteur de 2 milliards de dollars. Mais c'est énorme. C'est énorme parce que notre budget n'a jamais dépassé 3,5 milliards en exécution. Et il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. Ils négocient le retour des investisseurs. Et quand ils investissent, ça va créer des emplois pour les jeunes. Parce que je n'ose pas vous dire que le taux de chômage que nous a laissé M. Joseph Kabila. Je n'ose pas vous dire ça. Et je suis enseignant. Je sais ce que je dis. Je suis dans la jeunesse. Je vois ce que je... Non, c'est nécessaire. Parce que n'oubliez pas que ce pays-ci a construit des véhicules, a construit des batteries, etc. Mais professeur... On a besoin d'attirer les investissements, d'améliorer le climat des affaires. Indispensable. Mais professeur, ça vous fait quoi aujourd'hui lorsque vous vous promenez dans la ville?
vous voyez un certain nombre de Congolais qui commencent à regretter Joseph Kabila Kabange? Non, en fait, hein, parce que je comprends. On comprend que les gens sont impatients. Fait pire. Non, les gens sont impatients, ils ont raison. Ils ont raison d'être impatients. Oui. Parce que ça nous oblige de dire au chef, fini la récréation. Revoyez un peu si vous êtes vous-même bien organisé au niveau de votre cabinet, au niveau du gouvernement. Vous voyez un peu qu'est-ce qui peut faire que le peuple se retrouve. Voilà, comme disait votre père, que le peuple se retrouve, trouve son compte. Ils ont raison. Moi, je trouve qu'ils ont raison. Ah, ces gens-là ont raison. Mais sachez qu'ils ont tort. Ils ont raison et ils ont tort. Non. Parce que vivre dans la dictature, nous avons vécu ça. Hein. Il n'y a rien de bon. Voyez un bon de Congo, voyez Rossi, etc. Voyez tout ce qui s'est passé pendant ces périodes-là. Non, ils préfèrent cette dictature. Non, que leurs assiettes soient pleines. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est une erreur d'appréciation. Les gens sont pressés. Frustrés. Non, pressés de vite jouir. Ils n'ont pas tort. Et ils ont raison. Et donc nous... Jouir du changement. Donc nous devons réveiller le chef. Chef, les gens commencent à regretter Kabila. Faites attention. Hein? Revoyez un peu. Est-ce que nous sommes toujours dans ce que nous avions prévu à l'unité? Non, quand on se réunissait là, hein? Quand nous faisions notre complot pour prendre le pouvoir. Quand vous étiez donneur de naissance. Non, quand nous faisions notre complot pour prendre le pouvoir. Est-ce que vous êtes toujours dans cette ligne-là? Pour que ces gens se mettent à regretter Joseph Kabila, un militaire. C'est ça. Et donc, faites-nous confiance que ça va changer. Très bien. Et ça va changer, et vous savez que ça change. Vous savez qu'il y a des gens, maintenant qui sont en train de rendre compte, n'est-ce pas? Ouais, ça change pour un petit nombre de Congolais. Justement. Donc ils n'ont pas raison. Nous voulons aborder. Non, nous entrons dans l'an 2. Qu'on nous donne l'an 2, l'an 3, l'an 4, parce que la dernière année sera une année électorale. Voilà. Nous avons 3 ans. Qu'on nous donne quand même cette chance-là. Voilà. Professeur Boissa, nous constatons depuis quelque temps, d'abord, le chef de l'État a nommé de nouveaux hauts magistrats, et ensuite il y a un peu d'interpellation même de certains membres du gouvernement et des chefs d'entreprise par-ci par-là. Certains même ont été arrêtés, transmis à la prison Makala, et ainsi de suite. Est-ce qu'on peut dire que cette fois-là, c'est parti pour un changement au niveau de la justice, comme disent les Écritures, que la justice élève une nation? Mais j'espère que vous avez compris. Vous avez compris qu'il est en train de mettre en place son système de travail. Parce que tout le système qu'on avait l'année dernière, c'était le système de M. Kabila. Maintenant, il met en place, et il met en priorité d'abord de l'ordre dans la magistrature. Après, il va mettre de l'ordre au niveau des forces armées. Puis, il mettra de l'ordre au niveau des forces de défense. Et puis vous avez appris qu'on va mettre de l'ordre dans le portefeuille de l'État. Le portefeuille de l'État, c'est gère la méso-économie. La méso-économie. Parce que la microéconomie, c'est là que vous avez la DGDA, c'est là que vous avez la DGRAD, c'est là que vous avez quoi encore? La DGI. La DGI. Ça, c'est microéconomie, c'est-à-dire la fiscalité. Mais vous savez très bien que depuis le temps belge, 80% des recettes venaient de la mésoéconomie, venaient des entreprises publiques. Vous avez la Gécamine, vous avez la mine, etc. Qui sont devenus que des canards boiteux. Voilà. Allez-y. Donc, donc, nous sommes en train de voir comment faire fonctionner ces entreprises publiques qui ont fait la fierté de l'économie de ce pays. Mais plusieurs estiment que... Et nous allons faire la mise en place dans ces entreprises publiques, et il y aura des contrats de performance, et ceux
qui seront incompétents seront évacués pour les remplacer par ceux Alors, qui vont certaines bien personnes travailler. estiment que... Et ça va ramener de l'argent, ce qui nous permettra de réaliser notre budget de 11 milliards de dollars. C'est ça. Qui est Très encore bien. Alors, insuffisant. maintenant... Non, pour commencer. C'est une obole. Pour commencer, parce que l'année après, vous allez voir ce que nous allons faire. Alors là, il y a un problème parce qu'actuellement, il y a des négociations entre FCC Cash pour la mise en place des mandataires de l'État. Oui, c'est déjà terminé. Certaines voix sont en train de s'élever pour dire qu'il ne faudrait pas qu'on puisse continuer à laisser la gestion de la chose, disons, des entreprises publiques aux politiques, parce que ce sont des politiques qui ont pillé ces entreprises et ramené l'argent dans les partis politiques. Pourquoi ne pas remettre cette gestion-là aux technocrates, aux enfants maison de chaque entreprise? Je vous pose une question. Et vous croyez que les familles politiques n'ont pas d'experts? Ils n'ont pas de technocrates? Non, Non, c'est important que je vous dise ça. Ils ont d'experts. Vous savez, hein, tout dépend des choix. Ils sacrifient cette Parce que expertise sur l'autel des politiques. je vous informe que dans ce pays, la société civile s'est révélée civilement politique. Je vous informe de ça. J'ai vécu ça. Moi-même, je viens de la société civile. Et puis tout d'un coup, je me suis retrouvé à l'UFI. Et puis tout d'un coup, je me suis trouvé au rassemblement, etc. Allié, La société etc. civile est politisée. Donc, oui, y compris les églises. Ah bon? Politisées, oui. Et donc, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de dire Et qu'on c'est va voilé mettre, de figure, qu'on va mettre c'est des voilé de technocrates, face. machin. Il y a des technocrates dans toutes les familles politiques. Il y en a chez nous au CACH et il y en a PPRD. au FCC. Oui. Il y en a au FCC. Et nous demandons, et nous espérons que ça sera fait, que ceux qui seront désignés soient des technocrates compétents. Ils doivent remplir les profils. Compétents. Remplir au Donc, moins il les faudra, profils. non, donc il faudra quand même des fiches. Hein. Mais tout à fait. On ne va pas nommer les gens comme ça qui viennent du ciel. Hein. Parce que vous êtes, Cette fois-ci, hein. vous êtes un bon militant. Attendez, vous non. cette fois-ci, hein. Mais je vous informe que la personne qui vous parle ici, je suis aussi technocrate. Hein. Je suis prof des universités depuis 44 ans. Oui, vous êtes technocrate profond. Ah oui, je suis technocrate. Mais le problème, c'est qu'une fois que vous êtes là, vous aurez du mal à couper les cordons ombilicaux avec votre famille politique. Non, jamais. Quand j'enseigne à l'université, je suis prof d'université. Quand j'enseigne là, je suis plus cash. Quand je soigne les malades, C'est à vérifier. je ne suis pas cash. Non. De toute façon, dans notre métier de médecin, nous fêtons serment d'Hippocrate. Vous le savez, non? Ouais. Ah, il n'y a rien à faire. Non, il y a on peut trouver dans toutes les familles politiques. Et d'ailleurs, je vous dis que dans ce pays, la société civile est civilement politique. Donc ça ne sert à rien de tricher. Autant politiser aussi les entreprises publiques. Non, on ne politise pas. On va mettre des règles de gestion dans ces entreprises publiques. Et ces entreprises vont fonctionner comme partout à travers le monde. Aux États-Unis, quand le Parti démocrate gagne, on balaye. On met des technocrates du Parti démocrate. Quand les républicains arrivent, comme la Trump est arrivé, il a chassé tous ceux qui étaient d'Obama. Oui. Il a mis des républicains. Et moi, j'ai grandi en France. Enfin, c'est la même chose. Hein. Quand Mitterrand arrive, il chasse tous les gens de la droite. Et quand la droite revient, il chasse les gens de la Vu gauche. qu'ils soient compétents. Là, il y a un problème. C'est ça. Le problème est C'est comme ça. qu'aujourd'hui, c'est la coalition, donc les chefs de l'État c'est n'ont la- pas toutes, n'est-ce pas, toutes, Non, vous ne sortes comprenez pas. Non, vous ne comprenez pas ce que c'est que la coalition. Il y a une coalition FCC cash, oui. Mais qui est le chef de la coalition? Point d'interrogation. C'est le président de la République. C'est vous qui le dites. Mais je le dis, oui. Je le dis et je l'affirme parce que c'est lui qui a le bic rouge. Mais il n'en donne Non, pas non, l'air. c'est lui, non. Il n'en donne pas l'air. Ah, non, c'est On a lui. l'impression que l'ordre C'est lui vient qui des a- Kingakati. Non, c'est lui qui a le pouvoir. C'est lui qui a le pouvoir. Sur les et papiers. ce pouvoir-là, on le lui a donné en public. Ce n'était pas en cachette.
Et il est en train de l'exercer, contrairement à Mais ce que vous on n'a pensez. pas l'impression que Non, attendez. Félix Tshisekedi contrôle la coalition FCC cash. Non, il contrôle. Certains hommes lui échappent, en tout cas. Certains hommes lui échappent. Non. Vous les savez, professeur. Non. Il est le chef de l'exécutif. Pour preuve, il a C'est lui signé qui des ordonnances qui sont toujours en souffrance. Non, on est en train de régler ça, n'ayez pas peur. Plusieurs mois après. Hein. Non, c'est pas grave. Plusieurs C'est la mois politique. Là, c'est la politique. Et c'est lui le chef de la Attendez, coalition. Non, c'est la politique. La politique a ses règles. Et j'ai dit, et je répète, que je suis médecin et que la grossesse, c'est 9 mois. Mais quand le bébé naît, tout le monde est content. Un peu de patience, s'il vous plaît. Mais les 2 ordonnances-là seront exécutées incessamment. On l'a N'ayez pas peur. dit, hein, incessamment. Non, c'est déjà terminé. Bientôt une année. C'est pas grave. Alors, si on peut faire un peu... On a bien fait 50 ans avec un régime militaire. C'est pas un modèle. On peut faire un peu de recul, en tout cas pour revenir au G14. Comment est-ce que le G14 se prépare? Parce qu'il y a quand même des échéances futures. Est-ce que le G14 va se contenter à soutenir le candidat, disons, à tous les niveaux de l'UDPS, ou alors le G14 a également une moisson à récolter? Quelle moisson? Lors des prochaines échéances électorales, en 2023. Vous avez des ambitions. Nous allons participer aux échéances électorales à tous les niveaux, à commencer par la commune et au provincial. Nous allons participer. Mais nous pensons que pour les présidentielles, c'est Félix qui sera candidat président de la République. Comment ça, Félix? Nous allons le soutenir. Non, professeur. Le G14 va soutenir. Non, peut-être vous ne savez pas, laissez-moi vous aider. Non. Oui. Je sais ce que j'ai dit. Je vous dis seulement qu'en 2023, il est logique. Il y a un accord qui lie l'UDPS à l'UNC. Et d'après cet accord, 5 ans après, on doit, c'est l'UNC, certainement avec Vital Kamere, que l'UDPS devra soutenir. Les accords sont les accords. Non. L'accord a été bien signé. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Vital Kamere est Premier ministre? En tout cas, non. Répondez à ma question. Non, j'ai dit non. Ça signifie qu'en politique, il y a toujours des évolutions. Mais en ce qui concerne le G14, nous pensons que Félix doit être notre candidat en 2023. Le G14. On crache sur l'accord de Nairobi. Non, on ne crache sur rien. Oui. On ne crache sur rien. J'ai déjà dit que, au moment où nous parlons, M. Vital Kamere n'est pas Premier ministre. D'accord? Parce que nous n'avons pas la majorité parlementaire. Tout à fait. C'est clair, hein? Oui, c'est clair. Bon, alors nous disons maintenant que nous pensons que le meilleur candidat pour 2014 pour cash sera encore Félix Antoine Tshisekedi. C'est notre droit de le penser, non? C'est la position du G14. Alors, et nous n'imposons rien. Hein. Le G14 à Kinshasa, en tout cas très actif, parce que nous vous avons vu lors de 38 ans de l'UDPS, vous étiez très actif avec beaucoup de gens. Mais le G14, est-ce que peut se retrouver, par exemple, à Idiofa, à Tchela, à Lukula, je ne sais pas, à Mbandaka ou dans d'autres coins du pays? Est-ce que l'on connaît et le G14 et que le G14 a de militants par-ci, par-là? Bon, le G14, c'est une plateforme politique de la Conférence nationale souveraine. Le G14 a souffert de son exclusion du système de gestion pendant les 18 ans. Donc, a eu des problèmes. Mais les membres du G14 se retrouvent des 4 zones linguistiques du pays. Ils se trouvent dans l'ère Congo, ils se retrouvent dans l'ère Luba, ils se retrouvent dans l'ère Swahiliphone. Ils sont là. Ils sont là. Vous les verrez très bientôt. Mais ils sont là. Nous nous organisons doucement. Mais ils sont là. Ils sont là. Nous avons des leaders dans les 4 zones linguistiques. C'est tout ce que je peux dire à ce stade. Très bien. Alors, est-ce qu'il est possible, selon vous, que les élections locales soient organisées ou peut-être que, compte tenu des circonstances, le manque de moyens, on sera obligé d'aller dans le système de nomination de la petite territoriale? Donc, moi, je pense que nous avons demandé au président de la République de s'intéresser, dès l'ouverture de la session parlementaire, à la question de la CENI.
CENI pose problème. D'abord, le bureau n'existe plus là. Et puis, on va voir un peu comment peut-être revoir la loi qui organise. Hein? Et puis, à ce moment-là, on verra si on ne pourra pas revoir la loi électorale avant d'envisager de gérer des échéances électorales. Mais j'ai entendu un communiqué de la CENI qui dit que ce sera difficile que les élections municipales et locales puissent être organisées en 2020. C'est ce que j'ai appris. Tout ce qui nous intéresse, G14, nous avons demandé au président qu'il voit dans quelle mesure il va... Mais en attendant... En tant que patron, non, en tant que celui qui doit veiller au bon fonctionnement, etc., voir la question de la CENI, parce que vous savez que la CENI pose quand même problème. Alors pour résoudre le problème de la CENI, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner... Il faut une réforme, non? Il faut donner la CENI... Non, il faut une réforme. En quoi va consister cette réforme? Ah, mais pourquoi vous voulez que je vous donne maintenant tous les secrets du G14? Non, mais piste des solutions, professeur. Oui, mais je ne vais pas vous donner ces solutions. C'est pour la nation. Mais attendez d'abord que le débat soit ouvert. Attendez que le débat soit ouvert au Parlement. Ah, pourquoi vous voulez tout savoir maintenant? Vous êtes pressé ou quoi? Attendez. Mais nous pensons, nous, qu'il faut restructurer la CENI. Attends, il faut restructurer la CENI. Il faut revoir la loi électorale avant de faire quoi que ce soit. Et dans ce cadre-là, naturellement, le G14 est pour qu'il y ait une mise en place dans la petite territoriale. Une mise en place. Oui, dans la petite territoriale. Dénomination. Bien sûr. Alors, là aussi, quelle logique faudrait-il suivre? Ça, c'est un autre problème. Vous savez, la territoriale, hein, c'est comme le corps médical. Hein, le corps médical est un, et le corps territorial est un aussi. Il y a des gens qui ont été formés pour diriger les territoires, etc. Et on ne joue pas avec ça. Et en temps opportun, nous ferons des propositions au président de la République. Alors, le chef de l'État avait proposé à son temps que, dans le cadre des réformes, parce que vous parlez de la CENI, il faudrait revoir un peu le mode de scrutin, par exemple, de certains... Naturellement. De certaines élections. Passage à 2 tours. De gouverneurs, de sénateurs, ouais, ouais. ça. Au suffrage universel direct. Bon, le FCC n'est pas trop de cet avis-là. Est-ce que vous pensez que de telles réformes peuvent passer au Parlement qui est majoritairement... Je ne suis pas la famille politique du FCC. Il faut leur poser la question. Ça, c'est un. Des deux, il est évident, et tout le monde sait qu'on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas être otage de cette soi-disant majorité parlementaire du FCC. Non, il ne faut pas. Nous devons discuter avec eux et leur montrer qu'il faut qu'on évolue. Et il y a beaucoup d'intellectuels parmi eux, hein, et beaucoup aussi de patriotes, et beaucoup de patriotes, et mais beaucoup de républicains. Non, nous allons discuter. Mais pourquoi voulez-vous croire qu'ils sont mauvais? On va expliquer. C'est une question d'intérêt. Oui, on va dire que dans l'intérêt supérieur de la nation, il vaut mieux faire ceci, il faut mieux faire ça. C'est faisable. Et puis, il faut négocier, non? Il faut toujours négocier. Il y a un ami hein, qui est maintenant l'un des chefs de corps constitués. Nous étions ensemble dans la famille politique de Kengo Adondo. C'est toujours Baudouin. Hein. Vous savez, il faut négocier. Toujours négocier. Encore négocier. Avec des arguments massus qui font que vous allez convaincre l'autre. Il est encore aux affaires. Professeur, et il a raison. Plusieurs fois sur ces plateaux, vous nous avez demandé d'être patient. Mais savez-vous que pendant ces temps, pendant ces moments où vous demandez à la population d'être patient, un groupuscule d'individus sont en train de se faire une santé financière de façon outrancière. Ça, au moins, vous le savez. C'est ça le peuple d'abord. Nous déplorons ça, oui. Nous le savons. Nous savons d'où ça vient. Mais je vous ai dit que je fais corps avec le président de la République, hein, c'est ça. Hein? Alors permettez-moi de vous dire qu'il y a des choses dont nous n'allons pas débattre aujourd'hui. Mais ça vous éclabousse tous. Attends, peut-être dans un mois.
Vous avez dit quelque chose, non? Ouais. Sachez que ça nous fait mal. Et nous allons tout faire pour mettre fin à ça. Au moins, vous le savez. Hein. Ça, vous le savez. Bien sûr. Ok. Pourquoi vous dites que nous ne savons pas? C'est clair comme l'eau de roche. Comme nous savons aussi, il y a beaucoup d'incompétences. Mais savez-vous que ça vous éclabousse? Nous savons ça. Et oui, tout à fait. La population risque de vous disqualifier. Vous avez raison. Et le président de la République est conscient de ça. Mais il n'en donne pas l'air. Je vous dis qu'il est conscient de ça. Croyez-moi qu'il est parfaitement conscient de ça. Il a une mission très difficile. Mais je pense qu'il peut réussir cette mission. Il a la volonté de réussir. Nous continuons d'attendre les déboulonnages. Ça aussi, c'est une promesse. Tu trouves qu'il n'a déboulonné personne? En tout cas, jusque-là, il n'a déboulonné personne jusqu'à présent. Jusque-là. Alors vous êtes aveugle. Citez-moi un seul nom. Non, alors vous êtes... Je ne citerai pas des noms. Malheureusement pour vous. Ah, vous avez échappé. Mais parce que je suis sûr que vous savez qu'il est en train de déboulonner. Voilà, il y a eu des changements à la Attends, non. Peut-être que c'est là où par exemple, il y a un personnage tout à fait mystique qui était dans le système judiciaire, le procureur général de la République, et près de la Cour de cassation. Il n'est plus procureur général de la Cour de cassation. Et c'était une personnalité forte. C'est une rotation routinière. Non, ce n'est pas une rotation. Vous avez tort. Voilà, professeur. Vous avez tort de le croire. Voilà, parfois c'est un peu difficile de vous maîtriser parce qu'on a affaire à un enseignant. Professeur, nous tendons vers la fin de l'émission. 2020, année de l'action. Pour vous, quelles sont les actions qu'il faut mener pour que s'accomplisse ou se réalise réellement cet idéal, le peuple d'abord? Bien, moi je pense que la première chose, c'est réussir la gratuité de l'enseignement primaire. Réussir ça. Ça concerne plus de 5 millions d'enfants qui étaient sur la rue, qui maintenant étudient. Deuxième action, c'est s'occuper de l'administration publique. S'occuper de l'administration publique. Un pays qui n'a plus d'administration publique, c'est un pays mort. Troisièmement, c'est maîtriser le cadre macroéconomique. C'est capital. Moi, je pense quoi qu'on dise, les 4 dernières années du régime de Joseph Kabila, le cadre macroéconomique, c'était excellent. Avec un taux d'inflation à peu près de 1% là. C'était extraordinaire. Il faut apprécier ce qui est bon et c'est faisable. Il faudra que notre président s'occupe de la mise en place des mécanismes de l'autosuffisance alimentaire pour qu'on importe moins des produits agricoles et que nous puissions de nouveau exporter. Il faudra aussi continuer ce qu'il a fait dans le programme des 100 jours. Vous savez que le programme des 100 jours, vous êtes en train de rigoler peut-être, mais risque de produire plus d'effets que la politique des 5 chantiers, pour lesquels nous n'avons toujours pas de chiffres. Mais maintenant c'est bien, hein? On dit bon, on a dépensé, etc., etc., mais quand tout sera exécuté, rien que le programme de 100 jours, on aura fait un bond formidable. Mais maintenant, il faudra continuer à avoir des investisseurs qui viennent pour les infrastructures. Il faut qu'on commence le port en eau profonde. Il faut que le port ici, etc., avec vos avis, soit fait. Le projet port et pont. Oui, il faut qu'on fasse tout ça. Qui ne fait pas l'unanimité. Non. Nous avons dit, nous les notables du Congo central, que nous ne sommes plus opposés à ce pont, mais nous voulons d'abord qu'on commence par démarrer les travaux du port en eau profonde. Très bien. Alors, nous sommes déjà à la fin de l'émission. Ah bon? Oh là là, c'est triste. Vous voyez, je suis en train de dire... En tant que notable... Non, je vais d'abord terminer. En tout cas, en 10 secondes. Il faudra surtout que le président de la République sache qu'il est le père de la nation. Et c'est lui qui doit veiller à la sécurité de la nation. Et donc, il est indispensable
qu'il maîtrise le haut commandement militaire, qu'il maîtrise le service des renseignements, qu'il maîtrise le circuit de l'argent, la Banque centrale et les régies financières. S'il fait ça cette année, on est bon. Professeur Boissa, il y a tant d'autres sujets qu'on a bien voulu aborder, tels que nos provinces, et surtout la province du Congo central, parce que vous êtes notable de là. Oui. Malheureusement, le temps ne nous permet plus. Mais vous avez en tout cas 20 secondes ou 30 secondes pour fixer droit sur votre caméra et puis donner votre dernier message pour clôturer l'émission. Bien, peuple congolais, Félix Antoine Tshisekedi est là. Vous avez connu son père. Il nous a laissé un slogan, le peuple d'abord. Il nous a laissé un parti qui a comme thème la démocratie et le progrès social. Il n'a fait qu'une année. Et pendant cette année, il n'a eu qu'un gouvernement qui n'a fonctionné que pendant 3 mois. Je vous demande d'être indulgent. Je vous demande d'attendre un peu. Parce que comme j'ai dit, la grossesse, c'est 9 mois. Et nous allons nous demander au président que les gens sentent que 2020, c'est l'année des actions, comme cela vient de commencer. C'est ça. Et d'abord, c'est le peuple d'abord. Deuxièmement, c'est le progrès social des populations. Je crois que si nous pouvons atteindre ça, ce sera déjà quelque chose. Voilà, je vous rappelle que nous avons reçu le professeur Baudouin Boissa. Il est président du G14, parti allié à l'UDPS et membre du CACH, proche du président de la République, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, c'est donc la fin de cette émission. Merci, mesdames. Merci, messieurs. Au revoir.